Oui, vous avez juste oublié une chose, c'est que j'ai un CAP d'ajusteur sur métaux. Je suis tourneur-fraiseur au départ. Et c'est une spécialité qui continue à m'aider. J'aime bricoler. C'est bien. Et après, j'ai fait médecine, comme vous l'avez évoqué, puis j'ai été interne en chirurgie, surtout en orthopédie. J'ai retrouvé en orthopédie les gestes de l'ajustage. Si vous devez vous faire opérer pour un os ou une articulation, prenez des bons bricoleurs, c'est important. C'est un travail dans l'espace, c'est un travail où on fait des gorges, on scie, on visse. Donc c'est un métier, une formation qui m'a beaucoup aidé. Et vous avez évoqué effectivement la course autour du monde avec Tabarly, des expéditions himalayennes. Et en fait, c'est le métier de médecin qui m'a permis de mener cette vie. Je rêvais depuis assez jeune d'expéditions lointaines. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais cette notion d'aventure, d'expédition. Et la médecine a été pour moi une occasion. Quand j'étais interne, je faisais de l'urgence, je faisais de la chirurgie, donc je pouvais accompagner des équipes. Et c'est comme ça que j'ai fait de nombreuses expéditions en tant que médecin, avec Tabarly, vous l'avez évoqué, en Himalaya, jusqu'à ce que je fasse ma propre expédition à 40 ans au pôle Nord, qui a orienté ma vie. Et depuis cette période-là, j'ai abandonné la médecine et pour me consacrer à l'organisation d'expéditions. Et toutes ces expéditions, elles ont une vocation à la fois scientifique. Moi, je ne suis pas un scientifique de terrain. J'amène les chercheurs sur des zones où ils ont peu l'occasion d'aller. Souvent, la logistique est compliquée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est faire le lien entre la science et la pédagogie. Et l'aventure de terrain, aujourd'hui, bénéficie des moyens de communication que vous connaissez. On a en direct les navigateurs du Vendée Globe, par exemple. Donc, ce lien en direct qu'on peut faire grâce aux nouvelles technologies entre le terrain et les classes, d'une manière générale, ce sont des passerelles pédagogiques très attractives. Et donc, je me suis vraiment intéressé à la pédagogie parce que je pense que l'éducation est la base de toute évolution. Et le travail de pédagogue, c'est un travail de metteur en scène, c'est-à-dire essayer de mettre en valeur des connaissances et les rendre attractives. Et vous souvenez tous de ce qu'on appelait les bons instituteurs ou le bon professeur, c'est celui qui nous racontait des histoires attrayantes. Et effectivement, c'est rendre la science, souvent qui est un peu difficile à comprendre, la rendre attractive, et en essayant toujours de montrer qu'il y a un chemin, qu'il y a une ouverture, parce que la science est un terrain d'exploration extraordinaire. Après avoir fait toutes ces expéditions, je me rends compte que la science est une aventure continue. Et donc je continue à me cultiver, même si je ne dirige pas de laboratoire scientifique. Et donc la question de la matinée, c'était effectivement un titre nous en avons convenu. L'humanité en rupture avec l'écosystème Terre peut-elle se nourrir durablement ? La notion d'écosystème Terre. Alors, j'essaie de la définir très simplement. Vous savez qu'il y a des centaines de millions d'années, effectivement, les espèces se sont petit à petit diversifiées, et chacune d'elles a pris sa place dans ce qu'on appelle donc une niche écologique. Et chaque espèce s'est diversifiée, a trouvé sa place, et c'est ce qu'on peut appeler une spéciation, où chacune a trouvé sa spécialité en fonction de l'environnement qui lui était présenté. Et donc cette spéciation, cette multiplication des espèces a créé donc la richesse de ce qu'on appelle donc la biodiversité visible, on ne parle souvent que d'elle, les oiseaux, les baleines, les ours polaires, ce que l'on voit, et on ne parle jamais assez de cette biodiversité invisible qui est celle qui fait le boulot en silence et qui est partout, que ce soit dans les sols, dans les océans, une biodiversité qu'on peut appeler invisible, qui est d'une extrême richesse et qui reste encore toute la part méconnue de la biodiversité. Alors ainsi, la nature a fonctionné comme une grande mutuelle. La plus grande mutuelle du monde, ce n'est pas le Crédit Agricole, c'est la nature, où toutes les espèces ont leur vie en commun. Chacune met en œuvre sa façon de vivre et à la fin de sa vie, son corps qui sera recyclé pour revenir effectivement dans le processus. Alors cette évolution, elle a été très lente. Alors bien sûr, à part quelques catastrophes du style volcan, météorite, l'évolution des écosystèmes est très lente. Donc Darwin nous l'a bien expliqué. Et cet écosystème, sur la durée, en fait, repose sur l'équilibre de ce que j'appelle un triptyque, qui est composé de 3 pieds. D'une part, la production primaire, fondamentale, le miracle de la photosynthèse. Ça, c'est le bonheur des plantes.
pouvoir vivre d'elles-mêmes en captant le gaz carbonique de l'air sous l'action du soleil. Ça, c'est l'autonomie extraordinaire des plantes, c'est celle qui a permis à la vie de toutes les formes d'exister sur Terre et qui a produit donc notre oxygène. La production primaire terrestre, c'est celle qu'on connaît le plus, et aussi marine. L'océan est une immense prairie, on le voit toujours bleu, mais en fait l'océan est vert, est recouvert effectivement de phytoplancton qui se reproduit en grande quantité. Alors on connaît le cycle des cultures qui est saisonnier, on va dire, mais sur l'océan, le cycle des cultures est permanent. Il y a une production une productivité primaire qui est énorme. Donc ça, c'est le premier pilier, la production primaire. Ensuite, deuxièmement, vous avez les consommateurs. Production primaire, consommateurs. Alors les consommateurs, ils sont végétariens ou carnivores. Je ne vais pas entrer dans... Vous les voyez très bien, les consommateurs. Et en fait, un troisième pied fondamental sur lequel nous pêchons beaucoup, ce sont les recycleurs. Alors les recycleurs macro, on les connaît, les hyènes, tous ceux qui mangent les vautours, etc., qui recyclent, mais surtout, encore une fois, tous ces microbes invisibles, toutes ces bactéries qui font un boulot colossal du lundi au dimanche soir et qui recommencent le lundi jour et nuit. Donc c'est des milliards de bactéries à l'œuvre pour recycler, qui va faire en sorte que la matière organique revienne en matière minérale et va de nouveau être rentrée dans ce cycle. Donc il y a un équilibre qui s'est fait, bien, même s'il y a une évolution très lente, il y avait un équilibre qui s'est fait sur ce triptyque parce qu'il y a une constante des besoins. Les animaux ont les mêmes besoins, les plantes ont les mêmes besoins, on va dire, une constante, et surtout une constante dans les moyens d'accéder à ces besoins. L'animal naît avec ses plumes, son bec, ses griffes, ses crocs, son venin, ses ailes pour voler, ses nageoires pour nager, et l'animal de toute sa vie ne changera absolument aucun élément de sa carcasse, rien. Donc il y a une constante absolue dans ses moyens. Un oiseau n'a pas besoin de GPS pour retrouver son lieu. Donc il y a cette espèce d'immuabilité de la nature animale pour l'accès à ses besoins. Et donc on peut parler d'une forme d'économie circulaire dans la mesure où il y a une stabilité dans les besoins et dans les moyens, et donc production primaire, les consommateurs, les recycleurs. Voilà. Ensuite, au milieu de cet équilibre qui n'est pas stable, qui est en évolution lente, arrive un mutant surdoué. Vous l'avez reconnu, c'est nous, l'homme. L'homme qui est ce mutant surdoué. Alors, et l'homme, il ne va pas échapper à ce qu'on appelle l'animalité. Toutes les espèces se développent parce qu'elles mettent en œuvre leur animalité. L'animalité, c'est le succès de la reproduction, c'est la prospérité de l'espèce, et en fait l'extension du territoire. Toutes les espèces fonctionnent comme ça et vont occuper le terrain. Et l'homme, il agit avec son animalité de la même forme, de la même sorte que, si vous voulez, que toutes les espèces animales. Mais ce mutant surdoué, il a inventé des outils surpuissants, que ce soit mécaniques, chimiques, des armes, etc. Et en fait, en un siècle, nous avons pris le contrôle des espaces et des espèces. Donc, bien sûr, les mégapoles, l'agriculture intensive, extensive, déforestation, pollution des sols, des eaux, des espèces. On a pris le contrôle de l'évolution des espaces et des espèces. Donc, on s'est mis totalement, après 2 siècles, c'est récent, en 2 siècles, on s'est mis totalement en rupture avec cet équilibre stable de l'écosystème Terre. Donc, nous avons développé, les humains, ce que j'ai appelé une économie en spirale, économie circulaire stable de l'écosystème Terre originel, entre guillemets, et nous avons créé une économie en spirale parce qu'on vit de la production de nouveaux produits, on crée des nouveaux produits pour les mettre sur le marché, on invente des choses que l'on met sur le marché, et le marketing, qui est une grande intelligence, si vous voulez, crée des nouveaux besoins. Donc, nouveaux produits, nouveaux besoins, vous multipliez tout ça par la démographie galopante, et vous avez cette économie en spirale qui fait que tout d'un coup, on est sorti totalement de cette stabilité originelle de l'écosystème Terre. Alors, la question, bien sûr, c'est comment sortir de cette spirale, parce qu'elle est infernale, quoi, hein. Et la Terre est trop petite pour supporter cette spirale, d'autant que la démographie, vous le savez, ne fait que s'accroître, et on nous promet 9 milliards d'habitants en 2050. Alors,
cette appréhension du monde, elle est multifactorielle, qu'on pourrait y passer des heures à décrire, à faire des listes. Mais j'ai essayé à partir de cet écosystème Terre, de ce triptyque, d'utiliser ce triptyque de l'écosystème Terre comme un canevas de réflexion pour renouer avec cet écosystème Terre. Si on prend par exemple, quelle est notre action sur la production primaire? Je vais passer assez vite sur la production primaire océanique, bien qu'elle soit extrêmement importante. L'océan est le principal absorbeur de gaz carbonique, est un grand producteur d'oxygène. Effectivement, on malmène cette production primaire aujourd'hui dans la mesure où il y a un réchauffement sensible de la température des océans qui change la donne en matière biologique. On assiste aussi, vous avez entendu parler, à une acidification. Le CO2 se dissout dans l'eau et en fait un acide carbonique qui commence à être préjudiciable, si vous voulez, pour les animaux à carapace calcaire. Vous vous souvenez de toutes les expériences qu'on faisait, vous mettez un os de poulet dans le vinaigre, et bien, quelques jours après, il est tout mou. Donc, il y a une exposition de toute cette architecture de phytoplancton, zooplancton, qui a une carapace calcaire qui est exposée à cette acidification. Ça, c'est notre action sur la production primaire océanique et terrestre. Alors, il est évident qu'il vaut mieux... À l'heure actuelle, on est au pied d'un mur, on est 7 milliards, comment va-t-on nourrir les 9? Alors il faut effectivement mieux gérer les espaces de culture alimentaire. Alors d'après la FAO, que vous devez bien connaître, si vous voulez, on dit à l'heure actuelle que 1,2 milliard d'hectares sont actuellement sont des terres agricoles. Et d'après les rapports que j'ai lus sur la FAO dit qu'on pourrait multiplier par 2 ces surfaces. Donc il y a un espoir sur les surfaces agricoles. J'y vais brutalement. À mon avis, il faudrait arrêter les agrocarburants. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce qu'ils ont été créés pour essayer d'additionner un agrocarburant à une énergie fossile dans l'espoir de limiter les émissions de CO2. En fait, si vous faites le bilan carbone de la production d'éthanol, à base de maïs, blé ou autres céréales, ou le bilan de CO2 du gazole, si vous additionnez tout, vous arrivez à une production de CO2 qui est supérieure à celle des fossiles en direct. Donc le détour par les agrocarburants pour limiter le CO2 est une aberration. Il y a énormément de terre pour la production alimentaire à gagner sur ce domaine-là. Il y a des hypothèses de gains de surface agraire avec le réchauffement climatique. Bien sûr, le réchauffement climatique qui va monter en altitude va permettre l'ouverture de nouvelles zones. Enfin bon, ne comptons pas trop sur cette source-là. Et enfin, pour gagner du terrain agricole pour l'alimentation humaine, il faudrait réfréner nos tendances carnivores. Et là, on en arrive donc au deuxième pilier, consommateur. Donc j'ai isolé 3 points qui m'ont paru importants. Je ne peux pas passer en revue toutes nos actions que l'on peut avoir sur les différents consommateurs. J'ai pris 3 exemples. La viande, le poisson et l'eau. La viande. Nous sommes des carnivores de plus en plus en appétit. 250 grammes par jour en Europe, 350 grammes par jour aux États-Unis. Je peux vous dire, en tant que médecin, c'est excessif, non seulement pour la santé de l'homme, mais pour la santé de la planète. Parce que l'alimentation du bétail, maïs plus soja, occupe aujourd'hui 55% des terres arables. Vous m'arrêtez si je dis des faux chiffres? On les reprendra après. Oui. Mais j'ai des références. Hein. Non, mais on vous fait confiance. Donc l'alimentation du bétail, maïs plus soja, 55% des terres arables. On prévoit 75% en 2050. Parce qu'il y a une énorme population en Asie qui se met à manger de la viande. Et de plus en plus, surtout les Chinois. Donc il va falloir en fournir de la viande pour tout ce monde si l'appétit continue. On sait en plus que la culture du maïs consomme beaucoup d'eau. Alors il faut 13 500 litres, 13 500 litres, vous voyez ce que ça fait, 13 500 litres, pour produire 1 kilo de viande. Hein? Sottise? Ah ben tant mieux, on en parlera tout à l'heure.
Moi, je n'ai fait que prendre ce que j'ai dans la littérature. Mais il faut tout additionner. Et là, j'avais même marqué entre parenthèses, sans compter les eaux pluviales. Donc, vous voyez, c'est dramatique ce que je dis. Et puis, alors, si vous ajoutez les engrais, les pesticides, les déchets nitrés, les hormones, antibiotiques, si vous voulez, les hormones que l'on retrouve partout aujourd'hui dans nos rivières et qu'on ne sait absolument pas se débarrasser. Si vous ajoutez aussi la déforestation pour gagner des terres agraires pour l'élevage, on arrive, si vous voulez, plus 18% des émissions de gaz à effet de serre de toute la filière confondue, depuis les émissions effectivement de méthane par les bovins jusqu'au transport, etc., toute la filière. Donc l'impact environnemental, je l'ai dit et j'ai mis 3 points d'exclamation, est colossal. La filière bovine a un impact colossal sur l'environnement. Alors le conseil du médecin que je suis, j'ai fait un DESS de nutrition et je continue à me cultiver 4 repas de viande par semaine. Ça serait pas mal si on arrivait à ça, quoi. Il y a des protéines végétales qu'on utilise très très peu pour l'équilibre protéique de l'alimentation, les légumes secs, le soja, le tofu, le quinoa, etc. Donc on ferait en plus, si vous voulez, des énormes économies sur la santé. Vous savez très bien que l'évolution de cette façon de s'alimenter avec des graisses saturées est en train de durcir nos artères d'une façon assez rapide. Les poissons. Alors la surpêche est une évidence. Donc aujourd'hui, ça sature. On arrive à 90 millions de tonnes par an de poissons. Et puis c'est stable depuis presque une dizaine d'années. On n'arrive pas à plus. Non pas que les pêcheurs n'y donnent pas, mais c'est que la production, il n'y a plus de poissons. Donc il y a une stabilisation à peu près à 90 millions de tonnes par an. On est là aux limites de la pêche durable. Les 2 tiers de cette pêche sont pour la consommation humaine et 1 tiers pour faire des farines et des huiles animales pour la pisciculture. Donc il est évident qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça et de plus en plus, on nous sert de plus en plus de poissons. Donc ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est que la pisciculture est une forme d'avenir pour la production de poissons. Elle produit aujourd'hui la moitié de la consommation mondiale. La moitié des poissons que l'on consomme sont des poissons, je les appelle les poissons de terre, c'est-à-dire pas ceux qu'on pêche en mer, mais que ceux l'on cultive à terre. Et on dit qu'elle doublera en 2030. Il y a un appétit pour les poissons aussi qui est croissant, parce qu'il y a davantage de monde, et parce que l'orientation vers la consommation du poisson est facilitée par l'accès facile, la congélation, qui nous donne effectivement un accès à la consommation de poissons beaucoup plus facile. Et donc il est important d'essayer de trouver d'autres ressources protéiques pour l'élevage des poissons que de continuer à les nourrir avec des farines et des huiles de poisson dont on sait que le stock est en train de s'épuiser. Alors, la mauvaise tentation, parce qu'elle a existé, c'est de leur donner des farines animales. On n'y reviendra pas, j'espère. On connaît les résultats de la vache folle. Et alors, il y a des expériences qui sont intéressantes, qui sont menées à l'heure actuelle, Ifremer en fait partie. On arrive à nourrir des truites et des dorades avec des protéines végétales, jusqu'à 75% de la ration en protéines végétales. Donc ces produits-là ont été testés, analysés et goûtés, et il semble que jusqu'à 75%, je vois que vous bouchez la tête, jusqu'à 75% de protéines végétales, le goût et la composition, on va dire, ne changent pas. C'est extrêmement intéressant, ça permet d'économiser cette surpêche qui est utilisée pour faire des farines. Alors, la majorité, je viens de l'évoquer, de la pisciculture se fait en bassin ou en étang, donc ça se fait à terre, et on met des alevins dans ces bassins que l'on élève, mais alors là aussi d'une manière intensive. Alors le marché s'est extrêmement développé et il existe énormément en Asie, qui représente 90% du marché de la pisciculture. Vous trouvez aujourd'hui du tilapia, c'est assez bon, il y a des carpes et du tilapia, ce sont les deux principaux. Et ça, la Chine, par exemple, ou l'Asie, mais la Chine surtout, c'est une tradition séculaire, la pisciculture. Et Mao avait insisté, il voulait que les paysans soient indépendants dans leur production alimentaire. Et il a forcé, si vous voulez, les paysans à utiliser tous leurs déchets de l'agriculture pour élever des poissons. Alors, j'ai retrouvé des textes, encore une fois de la FAO, où alors il donnait la liste de tout ce qu'il donne aux tilapia et aux carpes. C'est à gerber, mais ils sont arrivés, c'est jusqu'aux déchets humains qu'ils transforment, donc tous les tourteaux de soja, les produits de presse de la vigne,
tout, absolument tout devait être recyclé. Et ce sont des recycleurs extraordinaires, ces tilapias et ces carpes. Et donc, la pisciculture, alors, j'en ai parlé en Bretagne, ça fait des hauts de cœur. Donc, on peut arriver à imaginer peut-être ce qu'on pourrait faire avec le lisier de porc. Les pêcheurs n'ont plus de poissons, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, c'est une idée, hein. Ça reste en Bretagne, quoi. Mais oui, ça reste en Bretagne, vous voyez. Voilà, donc il y a la possibilité chez nous, effectivement, et d'une manière générale, de développer les élevages de poissons et les piscicultures autrement que celles qui fournissent du saumon à l'heure actuelle et dont les limites aussi sont connues. Et en fait, le troisième produit que j'ai sélectionné, c'est l'eau. Nous sommes faits à 80% de flotte. Quand vous achetez 100 grammes de viande, vous avez acheté 80 grammes de flotte. D'une manière générale, le corps humain, c'est ça. Et de l'eau est indispensable à la vie, bien sûr, pour ces 80% de flotte. On mange en moyenne des rations de 2500 kilocalories par jour. Et on considère que pour 2500 calories, il faut 2500 millilitres d'eau. Vous voyez, c'est une règle qui est utilisée en nutrition. 2500 calories, 2500 millilitres d'eau. Alors, il ne s'agit pas de boire 2,5 litres, il y a de l'eau liée aux aliments, celle que je viens de souligner. Quand vous mangez un fruit, vous avez mangé 90% de flotte. Donc, il y a une nécessité de 2500 millilitres d'eau. Et la gestion quotidienne se fait bien sûr à flux tendu, au sens où les réserves sont limitées. Et on voit très bien que ceux qui entreprennent des grèves de la faim ne peuvent pas continuer sans boire. Donc ça, c'est l'élément indispensable. Et malheureusement, on assiste de plus en plus dans le monde à des eaux insalubres, mal nettoyées. Et l'insalubrité de l'eau est la première cause de décès dans le monde. 1,1 million d'habitants par an liés à cette insalubrité. Alors bien sûr, l'eau est un casse-tête politique, le partage des eaux, je ne vais pas y revenir. Les eaux du Jourdain, problème politique. Le Colorado, les États-Unis, c'est compliqué le Colorado. Vous avez 34 populations d'Indiens. Donc chacune a droit historiquement à sa quantité d'eau. Ça a été fixé comme ça. Vous avez Las Vegas. Les bains qui sont pris à Las Vegas sont pompés sur le Colorado, c'est monstrueux. Et puis vous avez 2 États mexicains aussi qui arrivent en bout de chaîne et qui commencent à se plaindre que le Colorado arrive sec. Et puis vous avez un truc qui s'appelle la vallée impériale. C'est une zone de culture intensive construite en plein désert. Et donc il y a un canal qui arrive, qui prend l'eau du Colorado, qui l'amène à la vallée impériale. Ils ont du soleil, de la chaleur, de l'eau qui leur arrive du Colorado. Ils ont des tonnes d'engrais. Ils font 12 cultures de luzerne par an. C'est un turnover absolument incroyable. Quand vous quittez San Diego en avion et que vous survolez la vallée impériale, vous avez tout d'un coup, au milieu d'un grand désert, des verdures, c'est des allées entières. En fait, c'est une culture intensive. C'est une grande partie du verger de l'Amérique. Il y a d'autres problèmes d'eau, des casse-têtes. Les 3 barrages qui sont en train d'être construits sur le Nil par le Soudan. On va voir ce que ça va faire avec l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, l'Égypte. Donc, casse-tête grave. Et puis le réchauffement climatique, dont nous sommes des acteurs. Sécheresse, inondation. On va vers du chaos climatique et on s'en rend compte. Ça ne va pas être un réchauffement harmonieux, facile. On va vers des périodes d'inondation et de sécheresse. Un point particulier sur cette évolution du climat, la fonte des glaciers himalayens. Les glaciers himalayens irriguent les 3 grands fleuves qu'on a appris, le Brahmapoutre, l'Indus et le fleuve jaune. Hein? On est d'accord. Les 3 grands fleuves, 70% de ces 3 fleuves servent à l'arrosage du coton et du riz. 70%. Et il est évident que vous avez la perspective de l'assèchement progressif, mais pas aujourd'hui, de ces glaciers himalayens, et et cette eau nourrit 2 milliards d'habitants. Donc un casse-tête politique important. La désalinisation. On voit aujourd'hui qu'effectivement, les grandes concentrations urbaines et l'avenir de l'humanité, ça va être dans les concentrations urbaines. 75-80% des gens seront amassés dans des zones urbaines. Il est évident que l'adduction d'eau va être compliquée. Et on va vers effectivement l'utilisation sur les zones côtières des eaux de plus en plus dessalées, mais c'est extrêmement énergivore.
Et ça suppose que derrière ces villes sera adossé des ressources d'énergie colossales. Et ce n'est pas avec des panneaux solaires et des éoliennes qu'on va pouvoir le faire. Et j'étais il n'y a pas très longtemps à une réunion sur les énergies nucléaires du futur. Effectivement, il y avait énormément d'académiciens, de personnes cultivées qui travaillent sur le sujet, avec des perspectives de réacteurs nucléaires de 4e génération de petit calibre. Sans aller plus loin, vous voyez ce qu'on met dans les sous-marins nucléaires aujourd'hui, c'est ça en fait, quoi, hein, et qui seront d'envisager de mettre ça à l'échelle des régions ou des grandes concentrations urbaines, de manière à avoir des accès à l'énergie qui vont permettre sur les zones urbaines massives qui habitent près des côtes de pouvoir leur amener de l'eau. C'est ce qu'a fait Barcelone, pas avec de l'énergie nucléaire, Barcelone qui effectivement était à sec, des salles sono aujourd'hui, mais c'est une facture énergétique absolument colossale. Et en fait, j'ai souligné aussi, puisqu'on est dans une assemblée d'agriculture, changer les méthodes d'arrosage. J'ai lu des exemples de goutte à goutte dans les champs de maïs. Alors, ça donne des bons résultats et des économies considérables, mais ça veut dire que tous les ans, il faut mettre en œuvre les petits tuyaux. Le goutte à goutte, c'est un boulot. C'est un travail de mise en œuvre, effectivement, de ces circuits d'irrigation de goutte à goutte, mais ça permet d'économiser énormément de flotte. Et puis, j'ai soulevé l'élevage bovin qui consomme beaucoup d'eau à travers le maïs, mais vous me corrigerez, j'ai l'impression. Les recycleurs, nous sommes des piètres recycleurs. On mange au banquet de la nature, je dirais, sans débarrasser la table. Ça, c'est une évidence, quoi, hein. On est des goujats, hein. Et alors, j'ai fait une liste mais ça n'a pas beaucoup de... C'est pas très séduisant, nous sommes de piètres recycleurs, ça je l'ai dit, bien sûr. Alors donc, en matière d'agriculture, la liste, vous la connaissez, les pesticides, les engrais chimiques, ça, on ne le sait pas s'en débarrasser une fois qu'on les a mis dans le sol. Ils infiltrent les nappes phréatiques. Ceux qui sont restés en surface sont soufflés par les airs, par le vent. On en retrouve aujourd'hui dans la graisse des ours polaires. Ce n'est pas l'agriculture au pôle Nord qui l'amène. Donc il y a une infiltration des nappes phréatiques, des fleuves. Le vent est un agent qui multiplie tout ce qui est resté sur le sol. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir effectivement travailler. Et pour moi, je suis convaincu que l'industrie des produits des traitements recyclables destinés à l'élevage et à la culture est une filière d'avenir. Travailler sur des produits qui seront de plus en plus recyclés, qui pourront entrer dans ce fameux triptyque de l'écosystème terrestre. Et donc je terminerai par 2 images qui, à mon avis, illustrent les échecs actuels de l'alimentation mondiale. Parce que nous sommes 7 milliards, il y en a près de 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim. Donc les 2 images que j'ai retenues en me documentant sur le sujet, qui montrent, à mon avis, les échecs de cette alimentation mondiale. D'une part, c'est le corps humain décharné par la famine. Ces images sont absolument horribles. Il y a 1 milliard de personnes aujourd'hui dans cette situation. Donc le corps humain décharné, je trouve ça épouvantable. Et le deuxième échec, c'est le corps humain déformé par l'obésité. Ils sont 1 milliard. La famine, l'obésité, ce sont nos 2 grandes, je dirais, faiblesses aujourd'hui en matière d'alimentation. L'obésité, on l'a souvent associée aux pays riches, à travers une vision qu'on a de l'Amérique qui est fausse. L'obésité est la maladie des pauvres. La maladie des pauvres et des pays en développement qui ont accès à une nourriture industrielle de mauvaise qualité, riche en graisse, en sucre et en sel. Donc cette alimentation de mauvaise qualité crée en plus le goût sucré. J'appelle ça des obésifiants au goût sucré qui créent une addiction. Je viens de passer 2 ans aux États-Unis. Il y a de très bons produits, il y a de tout. Le problème, c'est de trouver, par exemple, des choses qui ne sont pas sucrées. Vous cherchez de la saucisse, vous cherchez des choses comme ça, c'est sucré. Tout est sucré. Il y a une addiction au sucre, ça flatte le goût, on le sait, c'est pour ça qu'on aime ça. Ça flatte le goût, mais ça crée des perturbations de la flore intestinale, le macrobiote, le fameux macrobiote qui est perturbé complètement et qui est orienté vers la fixation des graisses. C'est une vraie maladie aujourd'hui, c'est une cause de santé publique déclarée par l'OMS qui coûte 50 milliards aux États-Unis actuellement. L'obésité, parce que l'obésité entraîne effectivement des complications cardiovasculaires, diabétiques, des problèmes de toutes sortes de maladies. En France, ça coûte actuellement, l'obésité, 5 milliards d'euros par an.
et en incluant les arrêts de travail en conséquence, quoi. Ça coûte à la France aujourd'hui, l'obésité, 5 milliards d'euros, 50 milliards aux États-Unis. Vous avez l'éducation, bien sûr. Ça commence, l'éducation sur la malbouffe, ça commence et ça prend petit à petit, il faut le faire dans les écoles. C'est difficile. Michelle Obama aux États-Unis a essayé de se concentrer sur ce sujet. Elle a eu d'énormes difficultés à faire passer qu'il fallait limiter l'apport de sucre dans l'alimentation. Elle s'est associée avec, on va dire, le diable de la grande distribution qui est Walmart, parce qu'elle avait besoin d'une puissance économique pour être associée à cette démarche. Elle a d'énormes difficultés, mais ça commence à prendre. Donc il y a une limitation progressive de l'apport excessif de sucre dans l'alimentation. Ensuite, la famille, 800 millions de personnes ne mangent plus à leur faim. C'est 30% dans l'Afrique subsaharienne. C'est un sujet géopolitique, je vais dire, en trois lignes. 500 millions, ce qui est paradoxal, c'est que 500 millions de paysans sont affamés dans la Corne subsaharienne. Les paysans sont affamés, et donc j'ai regardé pourquoi. L'excédent de céréales que l'on produit ailleurs, bien sûr, est vendu à un prix très bas dans les pays en développement. Les surproductions de céréales sont vendues à un prix très bas dans les pays en développement. Donc, et cet accès facile à ces céréales prive en fait les paysans locaux du marché local, puisqu'ils ne peuvent pas vendre leurs céréales qui sont produites et proposées à un prix très très bas. Ensuite, il y a quelque chose qui est grave, c'est l'insécurité au droit de la propriété. Une majorité de paysans installés peut se voir du jour au lendemain privés de ses terres. Il n'y a pas de plan cadastral et d'officialisation de la propriété, si bien qu'à un certain moment, il y a une désertification des campagnes et ça fait des nouveaux pauvres dans les villes qui s'associent. Et puis les terres sont, vous le savez, de plus en plus achetées par des puissances étrangères. L'homme, cet animal surdoué, parce qu'on est quand même sacrément surdoué. On invente des trucs absolument incroyables dans tous les domaines, de la technologie, de la biotechnologie. Cet homme, il exprime à l'excès son animalité. Je vais parler de cette animalité. Succès de la reproduction, extension du nombre d'individus, extension appropriation de l'espace, donc extension du territoire. On est fort, on est très fort, et si bien qu'aujourd'hui, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a pris le contrôle de l'évolution des espaces et des espèces, si bien que l'homme aujourd'hui n'a que 2 prédateurs. Donc c'est fort. Si vous lisez il y a 2 siècles les pénétrations dans la nature, on avait tellement peur de tous les prédateurs qui allaient se ruer sur l'homme. L'homme était encore en danger. Aujourd'hui, il a pris le contrôle de tous les espaces et des espèces. Il lui reste 2 prédateurs, l'infiniment petit, parce qu'il y en a quand même des malins, des bactéries et des virus qui peuvent transformer très très facilement leur patrimoine et faire fi de toutes les défenses que l'on met en œuvre pour les combattre à tous les niveaux, que ce soit pour la santé, pour l'agriculture. Donc pour moi, c'est le principal prédateur invisible, c'est l'infiniment petit. On voit comme on est désarçonné devant une fièvre Ebola, les nouvelles apparitions de virus contre lesquels on est toujours complètement désarçonné. Ça, c'est le premier prédateur. Et le deuxième prédateur de l'homme, bien sûr, c'est lui-même. En quête d'eau, de nourriture, de plus en plus importante. Il a une action qu'on connaît sur la nature. Aujourd'hui, les problèmes environnementaux sont connus. Donc l'homme aujourd'hui a conscience de la situation, c'est une évidence. Il a aussi l'intelligence des solutions. La conscience de la situation, l'intelligence des solutions. Je crois qu'il ne tient qu'à lui maintenant de les mettre en œuvre. Donc on se comporte en super prédateur, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on est effectivement à défendre ce qu'on appelle dans la biodiversité, c'est-à-dire le respect de l'ensemble des espèces. Et je trouve qu'on n'associe pas assez dans la défense de la biodiversité. On s'attaque souvent à des animaux symboliques. Mais bon, les animaux symboliques permettent de capter l'attention du public et des enfants qui sont les futurs gestionnaires de demain. Mais je trouve qu'on ne sait pas assez, on n'a pas assez l'accent sur cette notion de mutualisation entre les espèces et que nous dépendons complètement
de l'ensemble des autres espèces. On le voit très très bien aujourd'hui. Le virus de la fièvre Ebola vient d'un déséquilibre alimentaire dans une région où tout d'un coup les chauves-souris se sont mises à manger des choses qu'elles n'avaient pas mangées, les singes se sont mis à manger des chauves-souris, etc. Donc il y a à un moment donné un déséquilibre qui crée l'émergence d'espèces que l'on ne peut absolument pas contrôler. Donc il faut mettre effectivement en œuvre cette notion de mutuelle, prendre la nature en exemple, c'est la plus grande mutuelle où l'ensemble des espèces sont, encore une fois, les formes de vie en commun, mais aussi dans la nature, le corps. Le corps, quel qu'il soit, d'un végétal ou d'un animal, est totalement mort, est totalement recyclé, un pour faire de l'humus, l'autre pour nourrir certaines espèces, etc. Donc c'est cette notion de cycle dans laquelle il faut se mettre. Mais c'est l'explication, c'est la culture sans arrêt. Moi, je pense qu'on arrivera peut-être à créer le gène environnemental, vous voyez. Le gène environnemental, c'est-à-dire sur des générations bien éduquées, de manière à... Même déjà, les premières aujourd'hui, ils sont déjà informés sur ces questions, de manière à ce que les jeunes en situation de gouvernance bientôt, qu'elles soient familiales, parce qu'il ne faut pas... personnelle, on va dire déjà, la meilleure gouvernance sur laquelle on peut agir, c'est la sienne. Hein. Gouvernance personnelle, familiale, industrielle, politique, effectivement, ils aient ce souci constant que chaque action que l'on mène, regardez qu'est-ce que ça perturbe. Donc c'est un réflexe qu'il faut avoir. Les adultes sont, vous vous en souvenez très bien dans votre combat, les adultes sont montés au feu aujourd'hui rapidement sur les questions environnementales, sans y avoir été préparés, sans avoir été cultivés ou informés là-dessus. Effectivement, donc il faut que ça devienne une préoccupation naturelle et l'éducation est, à mon avis, la meilleure façon de s'y préparer. Et on ne va pas changer du jour au lendemain, étant donné que l'humanité a faim, et pour le moment, on est sur ces voies-là de production intensive, parce qu'il y a des grands besoins, mais l'amélioration, il est évident, il faut regarder un peu plus loin aujourd'hui que la situation dans laquelle on est, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai proposé à un moment donné que vous savez que pour suivre la santé humaine, vous allez régulièrement, donc on prend la tension, et puis on fait une analyse médicale, tous les 2 ans. Vous regardez l'urée, la glycémie, le cholestérol, que j'appelle la molécule de l'abondance. Mais je pense que si on prenait par exemple 4 ou 5 molécules représentatives de l'état de l'environnement et qu'on les analyse dans notre corps sous forme d'analyse sanguine ou de biopsie, je pense que ça nous donnerait tout d'un coup un coup de pied dans les fesses pour accélérer effectivement la mutation d'une agrochimie intensive, en peut-être essayer de trouver autre chose. Parce qu'on le trouve chez les ours. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas chez nous. Hein. Je pense que notre corps humain, effectivement, est déjà bien imprégné de tous ces résidus qui sont insolubles et qui, en plus, se mettent, les POP, les polluants organiques permanents, se fixent dans les graisses. Et je pense que si on nous faisait des biopsies de graisses et des analyses, on trouverait exactement comme l'ours polaire, qui est quand même loin du lieu de production, on trouverait les mêmes choses. Et donc, à un moment donné, j'avais suggéré, mais les analyses ne sont pas encore faciles. Il faudrait que la sécurité sociale se penche sur cette chose-là. On prendrait les 5 molécules de l'impact environnemental et on regarderait comment ça évolue. On aurait quand même des surprises quand vous voyez ce que l'on trouve sur l'ours, qui est quand même là-haut. L'ours, il est en bout de chaîne. Vous me direz, mais nous aussi, quand même. Donc, c'est assez surprenant. Et c'est cette incitation qui fait que, tout d'un coup, on va changer de méthode. Je vais faire un tout petit chapitre sur le réchauffement climatique. Moi, je fréquente les régions polaires depuis 1979. Donc, ça fait un bail. Et intensément depuis 1986. Je peux vous dire, quand on fréquente ces régions, que la glace fond. C'est une réalité. Ce n'est pas une mesure. Ça se voit. Et quand le climat se réchauffe, d'abord, c'est la glace qui trinque. Ce n'est pas la peine d'aller au pôle Nord pour s'en rendre compte. Vous allez à Chamonix, vous avez les échelles qui descendent sur la mer de glace. On en construit une de plus tous les ans ou tous les 2 ans. Donc le réchauffement climatique est une réalité. Ensuite, deuxièmement, c'est une mesure scientifique. La température de la Terre, température moyenne de la Terre, s'est réchauffée de 0,8 degrés en un siècle. 0,8 degrés. Ce n'est pas une température perceptible. 0,8 degrés à l'extérieur. Regardez la différence entre l'été et l'hiver, entre le jour et la nuit.
les écarts de température sont beaucoup plus grands, on perçoit des écarts de température plus importants. Donc de dire de temps en temps on a un hiver rigoureux, et vous voyez, il y a un hiver rigoureux qu'ils arrêtent, ces mecs qui parlent du réchauffement climatique, c'est une aberration, de ne pas confondre la météo avec le climat. Le climat, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Donc, à mon avis, on s'est un peu trompé en parlant du réchauffement climatique parce que ce n'est pas une valeur qui est perceptible. On s'attend à le sentir, alors que c'est une mesure très fine. On le voit dans les régions polaires. Donc, ça ne va pas être un réchauffement harmonieux, on va vers du déséquilibre climatique. La machine climatique, c'est l'échange de chaleur constante qu'il y a dans les tropiques avec le froid des pôles. La Terre, elle va toujours dans le sens de l'harmonie, de l'équilibre. Et ce qui déplace, si vous voulez, les masses d'air, c'est les différences de température. Ce qui déplace les masses d'eau, c'est le deuxième élément de la machine climatique, c'est les différences de température et de salinité. On appelle ça la circulation thermo-haline, c'est-à-dire différence de température et de salinité qui mettent en œuvre le Gulf Stream, par exemple. Son boulot, Gulf Stream, c'est tous les jours, il charrie les calories tropicales de la Caraïbe vers le Groenland. Donc il y a cet équilibre constant. Et donc, aujourd'hui, l'Arctique est le point noir du réchauffement climatique, parce que l'Arctique change de couleur. C'était une terre blanche 9 mois sur 12, 10 mois sur 12, les terres couvertes de neige et l'océan Arctique au pôle Nord recouvert de glace. Aujourd'hui, la neige arrive plus tard, elle part plus tôt, la glace qui est sur l'océan austral fond, et donc c'est devenu un capteur. Et ce capteur, il absorbe de plus en plus de chaleur, si vous voulez. Et donc, en absorbant de la chaleur, effectivement, la température moyenne de l'Arctique s'est réchauffée, mais beaucoup plus que les 0,8 degrés. On parle de plus 2, on parle de plus 5 dans certains coins de l'Alaska. C'est énorme. Et donc, ces frigories du Nord vont manquer aux calories tropicales, si vous voulez. Donc, on va vers de l'accumulation de chaleur dans les zones tropicales. Et qu'est-ce que c'est qu'un cyclone ? Un cyclone, c'est une détente brutale et massive de chaleur accumulée à la surface de l'océan. Vous avez les alizés, les fameux alizés qui partent de la côte africaine vers la Caraïbe et qui poussent en permanence, ce vent pousse en permanence les eaux chaudes de la surface de l'océan vers la Caraïbe. Et cette eau s'accumule là-bas, vers la Caraïbe. Et donc, s'il n'y a pas d'évacuation de ces eaux chaudes, on va vers des cyclones. On a d'abord des tempêtes tropicales, c'est le même principe si vous voulez, mais aujourd'hui, on va vers de plus en plus de cyclones, c'est-à-dire c'est le degré au-dessus. Parce que tout d'un coup, il n'y a pas d'élimination de cette chaleur accumulée, et c'est une détente brutale et massive, le cyclone, de cette accumulation de chaleur. Donc, on va, si vous voulez, vers davantage de chaos. Ça ne va pas être un réchauffement harmonieux, on va vers du chaos climatique, avec ces épisodes de grande sécheresse, des épisodes pluviales intenses. Donc, on est à l'aube, si vous voulez, de ce chaos climatique. Donc, ça ne va pas être du tout harmonieux. Alors, il est évident que il y a une montée en latitude progressive de la chaleur, et effectivement, en montant vers le nord, ça va effectivement libérer des terres qui sont des terres riches en humus, par exemple. Vous avez au nord de la Sibérie des terres qui étaient du permafrost, c'est-à-dire un sol gelé en permanence, qui aujourd'hui fondent à une plus grande profondeur et qui libère, il y a un humus qui pourrit là-dedans, qui libère des quantités de méthane absolument colossales, et donc on peut voir monter, si vous voulez, une température en latitude. Les espèces marines, par exemple, on a vu des balistes au large du Groenland. En fait, vous avez une montée en latitude des poissons qui étaient pêchés qu'à une certaine latitude bretonne, par exemple, et que l'on commence à voir au Groenland. Donc il y a une montée en latitude vers le nord liée au changement climatique. C'est une réalité. La Terre, elle a une fièvre chronique, 37,8. Nous, quand on a 37,8, c'est 0,8 degrés au-dessus de la normale. 37,8, en médecine, on appelle ça un fébricule. On a un truc, on couvre quelque chose, quoi. Et bien, la Terre, elle en est là. Donc, il faut agir avant les complications. C'est une réalité physique, le réchauffement climatique. Ce n'est pas une réalité perceptible par nous, c'est une réalité physique. La mer, pour nous, ce sont des étendues que l'on connaît à la plage en général l'été. En fait, la mer, c'est plus de la moitié du monde, quoi. C'est 70% des terres. C'est quelque chose qui, en ce qui me concerne, qui m'est indispensable. Poser le regard sur rien. Et c'est quelque chose qui ravigore. Tous les navigateurs ont la chance de côtoyer le néant. Le néant, c'est-à-dire un apesanteur du monde.
vous êtes confronté au vent, aux vagues et à vous-même. Donc ce sont des endroits très très formateurs personnellement. Là je ne parle plus d'alimentation, mais c'est comme les déserts, ce sont des choses où vous avez la référence à l'humain qui disparaît, vous n'avez plus de vie comparative par rapport aux autres humains ou la situation sociale que vous côtoyez, vous êtes obligé de vous apprivoiser vous-même. Et c'est la force effectivement de ces grands espaces qui permettent d'avoir une vie, je dirais intérieure, ce sont des vraies retraites. On part pour 4 mois sur le truc, même s'ils sont en communication, ils sont, quand ils remontent sur le pont, seuls avec eux-mêmes. Et la mer nous apporte cet espace de rêve, cet espace de rencontre avec soi. Et je vais terminer avec ça. Mon prochain projet, c'est Se passe en mer. Je suis en train d'essayer de réunir le financement pour un projet de station dérivante habitée. Alors, ça va ressembler, pas tout à fait quand même, mais à ça va être un gros tube qui fait 120 mètres, avec le niveau de l'eau qui est au niveau de la bouteille à peu près. Il y aura 80 mètres immergés, avec des gros laits, ça pèse 800 tonnes, et donc ça va être mis à la dérive autour de l'Antarctique, dans ce qu'on appelle le courant circumpolaire antarctique. Les marins du Vendée Globe vont bientôt nous en parler, les 40e et les 50e hurlants. Ce sont des zones extrêmement ventées. Dans l'hémisphère nord, vous avez les océans qui sont séparés par des continents. Vous avez l'Europe, au-delà de Brest, il y a l'Atlantique. Puis vous arrivez en Amérique. Et puis de l'autre côté, en Californie, vous avez le Pacifique. Donc c'est fragmenté. Dans l'hémisphère sud, vous avez un océan annulaire, qui fait le tour du continent antarctique, et vous avez 4 ou 5 dépressions qui tournent en permanence autour et qui poussent des vents et un courant que rien n'arrête depuis des millions d'années. Et donc cet océan, en fait, il n'est fréquenté que quelques semaines par an par les navigateurs du Vendée Globe bientôt, par les chercheurs avec les navires océanographiques, des bateaux comme le Marion Dufresne par exemple, l'Atalante, qui sont des fleurons français de l'océanographie. Ils vont de temps en temps quelques semaines, mais ce sont des campagnes qui sont... Y rester plus longtemps, ça serait des campagnes trop chères. Ce sont des bateaux qui coûtent 40 000 € par jour, dont l'équipage est une quarantaine de personnes, qui consomment 1 tonne de fuel à l'heure. Donc on ne peut pas passer du temps trop longtemps sur cet océan tout autour, cet océan austral qu'on appelle en français, ce courant circumpolaire. Et cet océan joue un rôle essentiel dans plein de domaines, notamment sur le climat, puisque les eaux froides, ce sont des puits de carbone. Les eaux froides absorbent par dilution le gaz carbonique. Donc cet océan austral est certainement un des principaux puits de carbone de la planète. C'est un moteur essentiel de la circulation océanique mondiale. On considère qu'une molécule d'eau qui part du Groenland va remettre 1000 ans pour y revenir. Donc il y a une grande circulation océanique. Donc l'océan est un immense millefeuille, ce n'est pas une quantité d'eau immobile. Si au large de Brest, vous descendez une sonde qui mesure la température et la salinité, c'est-à-dire qu'il va vous donner l'identité d'une masse d'eau. Une masse d'eau, c'est sa température et la salinité. Au large de Brest, vous descendez, vous allez avoir des eaux de surface, puis des eaux qui remontent de la Méditerranée, puis un peu en dessous, des eaux qui descendent de l'Arctique, et encore plus bas, des eaux qui remontent de l'Antarctique. C'est un vrai millefeuille de courant, l'océan. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement animé. Et cet océan austral, ce courant circumpolaire, est déserté, on va dire, 10 mois sur 12, et il y a une demande des chercheurs de présence sur cet océan. Et donc, les bateaux sont trop coûteux, ils ne peuvent pas rester des semaines à la surface à se faire balloter. Donc, avec un bureau d'études de Lorient, nous avons inventé ce Polar Pod, Polar comme polaire, et Pod, plateforme océanographique dérivante. Donc, ça va être habité par 7 personnes. C'est une structure en treillis, donc il laisse passer les vagues à travers, donc il va être extrêmement stable. Et c'est un tour du monde, en fait, par le courant circumpolaire qui devrait durer, on ne sait pas. Les spécialistes du courant parlent d'1 an, 1 an et demi, parce qu'en fait, les courants océaniques, ce n'est pas des fleuves tranquilles. Les océans sont bourrés de tourbillons, ce qu'on appelle eddies. Et c'est là où on se rend compte, avec les satellites aujourd'hui, que ces zones tourbillonnaires, il y en a plein, si vous voulez, les courants comme le Gulf Stream, comme le courant circumpolaire, avancent en faisant des tourbillons qui font 50 ou 100 km de diamètre. Et on se rend compte que ce sont des siphons, en fait, par lesquels l'échange entre la surface et la profondeur se font. Échange de chaleur, échange de sel nutritif. Donc ce sont des zones actives très importantes. Et ce Polar Pod va effectivement naturellement, par sa dérive,
se mettre dans ces zones-là et donc va permettre d'étudier. Ce sont des zones essentielles d'échange entre l'atmosphère et l'océan. Et ce soir, je vais à Brest, où il y a un congrès international sur les eddies, c'est le mot anglais des tourbillons. Et donc, je suis un invité d'honneur parce qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est que je fasse ce truc-là, le PolarPod, pour aller étudier cet océan qui joue un rôle essentiel sur la planète. Donc, vous voyez, j'ai bientôt 66 ans, le 9 décembre, et c'est moi qui déciderai de l'âge de la retraite.